Alors, deux mots de présentation. Je crois qu'il était vraiment temps que la MFJ reçoive Jérôme Mézot, figure incontournable parmi les quelques intellectuels de Suisse romande qui comptent et qui s'expriment régulièrement sur des phénomènes de société ou sur l'actualité politique et bien sûr sur la littérature, témoignant d'un triple engagement de penseurs, de citoyens et d'écrivains. Car Jérôme Mézot, professeur à l'Université de Lausanne et chercheur, marqué entre autres par l'enseignement du sociologue Pierre Bourdieu, dont il a suivi les cours à Paris et qui a exercé une forte influence sur les orientations au départ de sa recherche, est aussi l'auteur de plusieurs livres situés entre autobiographie et fiction, la frontière entre les genres étant, comme vous le savez, devenue assez perméable, pour ne pas dire indiscernable aujourd'hui, et d'une quantité très impressionnante d'études et d'articles critiques. Vous en trouverez la liste sur Internet, sur le site de l'Université de Lausanne, et c'est tout à fait impressionnant. Articles ou livres consacrés, entre autres, commençons par le grand homme né à Genève, dans ce lieu même où nous nous trouvons, consacrés entre autres à Rousseau, mais aussi à Camus, à Chapa, à Lovett, à Sandra ou à Saint-Gria, pour citer des auteurs suisses, consacré à la notion problématique d'écrivain suisse, à la frontière qui sépare la littérature suisse de la littérature française, ou la littérature romande de la littérature française, à l'ethnocritique, au lien entre littérature et oralité, mais aussi à la posture des écrivains. Il en sera centralement question ce soir, j'imagine, à Céline, tant du point de vue politique que du point de vue littéraire, à Stendhal, à Annie Ernaux, etc. C'est à toutes ces facettes de l'écrivain que nous nous intéresserons ce soir, et peut-être en résultera-t-il plus de cohérence qu'on le croit entre toutes ces facettes diverses. Car si Jérôme Mézot s'intéresse tellement à la place des parlers populaires dans la littérature, ou à la voix du peuple, à la construction de leur posture par les écrivains, à leur stratégie de séduction ou de carrière, et aux enjeux sociologiques, voire ethnologiques, de la littérature, comme à sa dimension nécessairement politique, c'est qu'il est placé, très bien placé, pour savoir que tout se construit dans une trajectoire, et c'est qu'il est lui-même, au même titre qu'un Daniel Maggetti, devenu lui-même aussi professeur de littérature à Lausanne, un exemple de cette ascension sociale et intellectuelle par la littérature et de ce saut qui ne va pas de soi et dont ont si bien parlé Stendhal dans Le Rouge et Noir, Annie Ernaux dans La Place, entre autres, ce saut également entre un monde montagnard, paysan, et le monde citadin et intellectuel. C'est peut-être pourquoi l'autobiographie, chez lui, comme chez Pasquali, ne se distingue pas toujours nettement de la fiction ou de la démarche du chercheur. Tout se tient, et c'est précisément ce qui fait l'authenticité, et non pas seulement le projet intellectuel ou la posture d'une démarche de création comme celle-ci, et que les choix qui l'orientent librement est aussi à faire avec la nécessité. Je crois qu'il n'y a pas d'écriture sans nécessité à la base, et chez Jérôme Mézot, on sent qu'il y a vraiment deux ou trois grands courants qui sont tous mus par une nécessité profonde et intérieure, avec donc cette nécessité de se construire ou de se reconnaître aussi dans ce qu'on fait. Très brièvement, Jérôme Mézot est né en 1967 en Valais, à Verneuil. Il a passé une maturité au collège, le fameux collège de l'abbaye de Saint-Maurice, où étaient aussi Maurice Chapa et d'autres. Il a donc fait une licence en lettres, un DEA de sociologie et un doctorat en lettres, littérature française à l'Université de Lausanne en 2000. Dès septembre 2000, il est maître assistant de littérature française à la faculté des lettres de Lausanne et chargé de cours pour quelque temps à l'Université de Genève en littérature de Suisse romande. Et puis en 2004, il est nommé maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne. Et maintenant, il dirige l'école doctorale interdisciplinaire depuis 2007. Cette école donc accompagne des doctorants qui ont besoin de conseils et de coach en quelque sorte sur leur parcours personnel. Il a reçu le prix de la Société académique du Valais en 1994, le prix d'encouragement artistique de l'État du Valais en 2000, la mention de livre de la Fondation Schiller également en 2000 pour Mort ou Vif, le prix de la Faculté des Lettres pour sa thèse, intitulée L'âge du roman parlant entre 1919 et 1939, qui est paru chez Brault en 2001, et le prix de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales en 2005. Voilà, ça c'est
le bilan de ce très jeune Jérôme Mézot pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et je voudrais peut-être juste pour terminer vous lire trois tout petits extraits de ces livres, si vous me permettez encore juste ce petit temps. Le rêve dit que je rentre au village en voiture un samedi d'automne pour trouver père. Sur les bords de la route, je croise plusieurs hommes du quartier. Ils ont la même allure que lui, plus jeune, en bleu de travail, ou pantalon, camouflage, une cigarette au bec, en train de couper du bois, charrier une remorque, porter un outil. Ils frappent, coupent, enfoncent, réduisent l'arbre en bois de feu, dressent des murs, réparent des moteurs, le seul réel. Ils affrontent la matérialité des choses, règlent avec le monde un différent ancien, corps à corps, violent, viril, et moi, vêtu d'habits de ville, trop propre. Col blanc, un peu honteux devant père qui voulait pour moi l'école, le bureau. J'arrive ce jour-là avec mon cœur de fille qu'il n'avait pas vu sous ce grand corps de garçon, mais je ne peux plus le cacher. J'arrive avec ce cerveau excessif, ma faille de vivre, mes paroles irréelles aussi, et personne, surtout pas père, ne veut m'accepter. Et puis, page 38-39 de ce dernier livre qui contient de très beaux textes réflexifs sur l'écriture. Une fois engagés dans les mondes littéraires, qu'advient-il de nous? Le quotidien nous semble factice ou presque. Les êtres auprès desquels on a grandi, nous leur en voulons de ne pas accorder la même importance au langage, de n'avoir pas entendu les grandes voix sur lesquelles nous nous sommes très tôt réglés. Je me souviens d'après-midi passé avant 15 ans à lire les discours de Rousseau sur l'escalier d'une vieille maison voisine. Elle avait abrité plusieurs familles d'Italiens dont nous avons encore des photos. Ainsi, le grand-père, revenu de la guerre de 14, il s'était trouvé seul face à un soldat allemand, tout fusil pointé, mais aucun des deux n'avait tiré. Ses 3 filles mortes de la tuberculose, puis plus tard un copain de jeu dont la mère avait le secret d'immenses sandwichs au salami. J'étais sur l'escalier le mercredi après-midi et j'entendais dans mon cerveau ces périodes au rythme lancinant, les lettres et les arts étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils, les hommes, sont chargés. Et ma voisine qui passait à vélo de la rhubarbe dans ses sacs me semblait soudain aussi étrange qu'une apparition. Dans mon propre village, j'étais comme exilée, et cette différence pressentie devait me plaire troublement. Voilà. À vous la parole, et merci beaucoup d'être là. On va rester très professionnel, donc on va se tutoyer, ce qui ne se fait habituellement pas dans un espace public ou radiophonique. Juste une petite annonce, Jérôme passera dans l'émission Entre les lignes sur Espace 2 mardi prochain, le 24 mai, de 11h à midi. Et c'est donc une opportunité, et je remercie beaucoup Sylviane Dupuis de cette invitation. C'est pour nous aussi l'occasion d'exercer tous les échos que ces livres rencontrent, avec une focale qu'on va placer ce soir autour de Fantôme, dont vous avez peut-être vu la couverture et qui est donc vendu par la librairie du Parnasse, qui est un livre qui me semble marquer une étape et aussi une sorte de pas de côté par rapport à l'écriture de Jérôme Mézot, avec de très belles aquarelles de Zivoslav Ivanovic, un ami de Jérôme, très belles aquarelles qui donnent aussi écho à un imaginaire, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis on se penchera aussi dans une deuxième partie de soirée sur La fabrique des singularités, posture littéraire 2, que Slatkin a publié il y a peu, donc deuxième tome de ces postures littéraires, et qui nous permettra de revenir aux travaux réflexifs et théoriques de Jérôme Mézot. Mais avant, c'est bien normal, on va lui laisser tout le champ de la parole pour des lectures tirées précisément de Fantôme. Jérôme, tu pourrais nous présenter les textes que tu vas lire? Oui, alors bonsoir tout d'abord. Je vais vous lire, pour commencer, dans un premier temps, 2 textes de Fantôme, 2 petits récits. Bon, je ne vais pas spécialement présenter le livre parce qu'on va en parler, mais disons que c'est tout un ensemble de petites nouvelles autour de la question du spectre, des disparus,
de scènes de disparition et de ce qui reste des disparus dans la mémoire. Donc c'est des textes qui évoquent ça. Je crois qu'il n'y a pas besoin de les commenter beaucoup plus. Je vais lire directement. Donc le premier texte s'intitule simplement 4, 5, 6, 7. On allait passer à table tous les 6, mais maman avait mis comme toujours 7 assiettes. Le petit dernier trépignait sur sa chaise et Mad pestait contre la télévision. Père voulait connaître d'abord les résultats de la course de ski. On avait donc fixé le carré blanc, les petits personnages traversaient le brouillard dans des sifflements glacés. Une voix parlait tout le temps, citait des noms, puis le temps intermédiaire du chronomètre. Elle s'exaltait soudain, puis retombait lasse et le champ de neige mangeait à nouveau tout l'écran. On reconnaissait nos skieurs à leur combinaison rouge, au casque à croix blanche. Tout ce qui nous importait était que l'un d'eux monte sur le podium, surtout celui qui était né dans le village voisin. À un moment, la course semblait jouer, les dossards trahissaient la queue de liste. Maman nous a appelés à la cuisine et on s'ébrouait pour rejoindre les plats fumants quand le téléphone a hurlé. Mad était mécontente ce matin-là, je ne sais plus pour quelle raison, et le petit a tout de suite remarqué les épinards dans le plat. Il a déclaré avec cet aplomb des gosses singeant les adultes qu'il n'en mangerait pas. Pas question. Il s'est mis à se chamailler avec maman, elle s'énervait pour un rien. Je ne savais pas ce qui s'était passé. On les entendait discuter avec père dans la cuisine, la porte mi-close, tous deux préoccupés. Non, pourtant ce n'était pas une dispute, plutôt un poids qu'ils portaient ensemble, qu'ils se relayaient pour tenir à bout de bras. Les mots nous parvenaient par bribes, mêlés aux odeurs de viande, d'oignons, portés par le souffle de la haute d'aspiration. C'était le temps où la famille de maman n'avait plus de bétail, tout avait été progressivement abandonné. Grand-mère était morte dans son lit, bien tranquillement. Avec elle, ses plantes sauvages pour les cataplasmes, ses soins aux poules, la couronne de la Saint-Jean qu'elle clouait chaque année sur les tables. Tout un monde lent, répétitif, privé d'horizon, s'était évanoui pour toujours. On avait hâte de refaire la maison, de disposer d'une cuisine moderne, de faire disparaître les traces de notre ancienne cohabitation avec les bêtes. L'écurie à chèvres avait été transformée en cave-atelier, la grange à foin vide servait à entreposer de vieilles poutres. La herse où le cheval bijou s'était éventré, c'était incontestablement le drame familial en titre, vieux de 40 ans, gisait sous une bâche poussiéreuse. Il ne restait que les clapiers des lapins. On les nourrissait tous les jours, remplissant d'eau leurs écuelles de terre cuite. On jouait à les chatouiller avec des herbes. Tel samedi, père en sortait un par les oreilles, se détournait de nous pour l'entêter d'un coup, et on le retrouvait le lendemain dans le plat de midi, juste après la grand-messe. Il aurait pu nous avertir quand même. S'il a passé la nuit chez des copains, il devrait nous avertir. Laisse-le dormir à son âge après une grande fête, on ne pense pas tout de suite à faire signe. Écoute, je sais bien qu'il a 18 ans, mais il n'a jamais fait ça, tu sais. L'humeur des parents nous rendait tous bizarres. Mad et Bess jetaient déjà des mots désagréables, s'arrachaient un habit. Jacob était remonté dans sa chambre où il poussait le tourne-disque à fond. Un groupe de jeunes Américains chantait à tue-tête sa nouvelle liberté. Faites l'amour, pas la guerre. Et sur la pochette, leurs immenses chevelures tissaient tout l'espace. Tant de cheveux proliférants, tant de sève insensée. Cela agaçait notre coiffeur qui avait toujours pratiqué la seule coupe. La rase, la militaire, celle qui régnait sur toutes les têtes depuis des décennies et que nous promettait père sur un ton menaçant. Je t'envoie immédiatement chez Pasquier dès que nos mèches en désordre filaient trop au vent. Quand le téléphone s'est mis à sonner, c'est comme si le temps se dilatait. Tout le monde demeurait immobile et dressait les oreilles comme l'aurait fait le lapin hier encore. C'était lointain, personne ne semblait réaliser l'appel ni se décider à y aller. Les parents se jaugeaient, on avait déjà nos fourchettes en main et la viande dans l'assiette, nos narines frémissaient, la salive inondait les gencives, qui pouvaient bien nous déranger à ces heures. Dans cette torpeur, père s'est brusquement levé et son pas était soudain preste pour rejoindre le bureau. On est restés là tous les 5, maman avait encore la louche à la main, comme suspendue. C'est le moment qu'il appelle, on l'attendait aussi pour le dîner, a-t-elle dit seulement. On cherchait tous à identifier l'interlocuteur, mais rien ne nous parvenait du bureau. Là-bas, une zone de silence allait croissante, étouffant les pas précipités de père. Elle gagnait peu à peu la cuisine et d'un coup, on pouvait entendre les services teinter contre les assiettes. Le même bruit que les mâts des voiliers dans les ports la nuit. La voix de papa nous parvenait quand même, une bouillie de mots, mais le ton était inaccoutumé, fâché ou pressé.
Père était toujours expéditif au téléphone. Il n'avait pu s'habituer à ce moyen abstrait qui le réduisait à une voix. Minimale au bout du fil, il s'en tenait à la communication de service. Pas de traces d'émotion. À ses interlocuteurs, il semblait bourru ou pressé. Mais là, il restait apparemment accroché au récepteur et longtemps, on ne l'entendait plus. Puis à nouveau une réplique, comme une salve. Si ce n'était pas Samuel appelant chez ses copains pour dire de ne pas l'attendre, ce devait être un bavard, peut-être un cousin dont on était sans nouvelles depuis des mois, ou un voisin mécontent qui s'adressait directement, samedi inclus, au conseiller communal responsable des constructions. Mais d'habitude, Père ne s'en laissait pas compter, il prenait le dessus, il donnait des chiffres ou il citait des règlements. Comme si elle devait sortir d'une gangue ou d'un marais, maman tirait sa chaise et se dirigeait vers le bureau. On était là tous les 4 devant nos assiettes, 3 couverts maintenant étaient délaissés et nous cessions de manger. Le plat abandonné tanguait au milieu de la table. Le petit dernier ne touchait toujours pas à ses épinards. Pourtant, ils sont pleins de fer, tu deviendras solide. Mais rien à faire, il tapait maintenant de sa fourchette sur le bois de la table, agité ou replié sur un monde caché, en chantant le générique de son émission préférée, 4, 5, 6, 7, Baby Bouchette. Il disait qu'hier au soir, Samuel, juste avant de partir, s'était rasé puis l'avait assis sur ses genoux pour le ceintionner. Le petit dernier montrait le siège inoccupé et l'assiette restait blanche comme la neige des concours de ski. Maintenant, il battait un rythme plus nerveux que celui de l'horloge, traduisant comme en morse les silences de la maison. Et tandis qu'il fermait maintenant les yeux pour nous échapper, on entendait tout d'un coup les cris de maman là-bas, dans le bureau, et Père haussait la voix pour la colère ou la prière, exigeant qu'on lui dise ce qui était arrivé, puis posant la même question plusieurs fois encore, comme un sourd l'aurait fait, ou comme si la ligne avait été coupée. Le texte qui suit ça s'intitule « Saut du loup ». C'est le frère de la tante Bertha, le cantonnier, qui nous a ramenés en plaine à la tombée du jour. On s'est enfilé dans la voiture et nos questions se cognaient à la vitre. Le retour imprévu nous laissait sans voix. On avait lâché nos jouets. Durant ces 3 jours, tout a été si précipité, incompréhensible. Arrivé à la sortie du village, la route formait un tournant au bord d'une pente vertigineuse. Derrière la glissière bombée, on devinait tout en bas une gorge où vivait un ermite, ajoutait la tante. On était attirés par cette chute, on aurait voulu savoir l'histoire de ceux qui étaient tombés, ceux qui gisaient là en bas, mais l'oncle disait simplement « c'est le saut du loup », comme si ce nom n'appelait aucune explication, comme s'il avait toujours été là, mythologique. Mais on pressait le chauffeur de questions et en recollant ces courtes phrases, l'histoire prenait corps visible, comme avec nos puzzles. Si on prêtait l'oreille, on pouvait encore entendre l'écho du hurlement d'un loup dans la gorge. C'était le dernier de la vallée. Il y était tombé autrefois, poursuivi par des chasseurs. À présent, il n'y a plus de loup ici. Et les enfants peuvent jouer tranquilles dans le village, concluait l'oncle en manœuvrant le break VV. Tout en bas, on voyait les villages de plaine, les vignes grises encore, malgré l'herbe revenue, et les lampes publiques déjà en veille. C'était comme si l'on survolait toute la vallée dans la grande voiture qui nous emmenait pour la première et dernière fois. Tout était vu d'en haut, dans un silence irréel. L'oncle nous parlait sur un ton doux, comme si on avait droit soudain à des égards. Depuis quand faisait-il le chauffeur sur demande après le travail ? En façade comme en coulisses, la tante Bertha n'avait pas donné d'autres explications à notre départ pour ces 3 jours. À peine que maman avait besoin de repos et que le temps était idéal pour passer quelques jours à la montagne. On ferait du feu, la cousine Annette serait de tous les jeux, on aurait droit à glisser dans les prés sur les matelas orange comme l'été précédent. Notre avis n'avait pas été consulté, tout s'était organisé à la hâte. Chaque recommandation de la tante tombait avec clarté comme le soleil à nouveau mordant. On était juste après Pâques, les mélèzes avaient déjà mis leur verre tendre, cela sentait la résine, la neige à peine fondue laissait place à des tapis de soldanelle. La petite chambre du fond, la plus ancienne, avait été préparée, les poutres y grinçaient, et la fenêtre donnait sur les villages d'en face dont on retenait les noms en chapelet. Nax, Vernamiège, Maz, Soin, Saint-Martin. On en répétait la liste tous les matins. Nax, Vernamiège, Maz, Soin, Saint-Martin. Pour aller au pain, on prenait par les taillis vers un village. La tante disait « On sera vite à Hérémence », et ce nom d'errance nous plongeait dans la rêverie.
Durant la nuit, une vieille femme ébouriffée, laide, s'était tenue dans la chambre, muette, près de la paroi. On a hurlé, et la tante Bertha, en chemise de nuit, a ramené le calme, déclarant que c'était une imagination d'enfant ou un mauvais rêve. Pourtant, on avait vu la sorcière, ou son fantôme, et rien ne pouvait être plus anodin. Ne pouvait plus être anodin. Pourquoi la tante voulait-elle nous emmener à la montagne à ce moment de l'année ? Son mari travaillait à l'usine de Plaine, elle avait fermé son salon de coiffure pour quelques jours. Nous avions été excusés à l'école. Tout était comme arrangé, sans grâce. On mangeait pourtant avec appétit dans la véranda. La tante était autour du fourneau, on l'aidait à porter les bûches et le reste du temps, elle nous expédiait dehors. Des matelas oranges glissaient jusqu'à des sous-bois encore humides, s'arrêtaient contre des blocs de neige grise. Vers midi, Bertha appelait sa fille une fois, « Annette, à table !» Et on remontait la pente, traînant nos jouets, essoufflés, affamés. La tante venait de cette région qu'on connaissait mal. Elle était entrée dans la famille par mariage. Son frère, le cantonnier, était courteau, rouge, toujours souriant. Sur la route, nous l'avions vu plusieurs fois, occupé à jeter du gravier sur la neige ou à déblayer des chutes de pierre. C'est peu après le repas de midi, le 3e jour. On jouait sur les matelas dehors. Une voisine est venue frapper à la porte, dire qu'on cherchait à atteindre la tante au téléphone. Oui, son mari restait en plaine. Il fallait traverser la forêt vers un foyer pour retraités ou rejoindre la seule cabine publique. La tante préparait de la monnaie à glisser dans l'appareil. Elle nouait son foulard. Ne pouvait pas dissimuler sa nervosité. Bon accueil. Mais le nom du foyer ne formait dans nos oreilles qu'une longue syllabe incertaine. Bon accueil. La bâtisse se tenait sous de hauts mélèzes, trapue, humide, posée là depuis toujours. La tante s'agitait au téléphone, on jouait devant la cabine, mais ses gestes étaient inaccoutumés et ses yeux devenaient rouges, humides. Pendant tout le temps que l'oncle nous a ramenés en plaine, comme des réfugiés après un séisme, qu'il nous parlait du loup ancien et de sa chute, on avait tendu l'oreille aux messes basses de la tante, volé au passage les mots « train » et « accident », mais impossible de comprendre ce qui était arrivé à maman. Voilà donc 2 moments, 2 courtes nouvelles tirées de Fantômes. 2 moments qui, me semble-t-il, n'ont pas été choisis tout à fait par hasard, Jérôme, puisque les 2, sous couvert d'un repas, de rumeurs, de paroles, vont les 2 déboucher sur 2 drames, 2 morts terribles, et qui procèdent un peu par ellipse. Donc, dans Fantômes, ce très beau livre qui est paru il y a exactement une année aux éditions d'en bas, avec ses illustrations, c'est à la fois une manière, me semble-t-il, de poursuivre par cet univers qu'est le village, ton enfance et les gens qui l'habitent, et à la manière de venir les visiter par du spectral, par une écriture respectueuse, toi vivant, venant les visiter un peu aussi comme un fantôme. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que sous couvert d'ordinaire et de paroles, la menace est extrêmement latente et au fur et à mesure de la lecture, on va la sentir monter. Ce qui fait que ces fantômes que tu convoques, en fait, depuis ton premier texte, morts ou vifs, les morts au pluriel, le vif au singulier, c'était ta singularité, c'est une manière de les convoquer et de venir leur parler. Et ce fantomatique qui hante un peu ton œuvre. Bah oui, il y a souvent des disparus, parce que pour moi c'était une des choses qui m'a poussé à écrire. Alors, je ne sais pas tellement pourquoi, mais disons, aujourd'hui je dirais pour me débarrasser d'eux en quelque sorte, pour les enclore dans des textes qui à la fois leur rendent hommage, mais qui en même temps les éloignent de moi. Donc le texte pour moi est assez distancé quand même. J'ai trouvé une forme pour pouvoir parler de ces choses avec une certaine distance, comme si elles n'étaient plus tout à fait proches. Voilà, donc j'ai trouvé ma manière de régler cette question, je ne sais pas comment. Alors, je vais laisser quelques points de suspension parce que la réponse me paraît effectivement un peu suspendue.
je me souviens juste dans Mort ou Vif, c'est paru chez Zoé en 1999, il y avait 3 morts tragiques, et ces morts tragiques, et là on en retrouve 2 dans les textes que tu viens de lire, ils fixaient le ton, la tonalité. Et peut-être qu'on va essayer, là maintenant, avec Fantôme, d'entrer dans cette tonalité. Et ça te poussait aussi à rechercher la langue de l'enfance. Alors on pourrait peut-être dire que la langue de l'enfance, elle est donnée ici, on le voit bien, avec cette comptine, Babi Bouchette, Mad, la fratrie, hein, puisque tu es né au cœur d'une famille de 4 frères et sœurs, vous étiez 5. Alors langue d'enfance, est-ce que c'est simple de se remettre à pouvoir parler la langue d'enfance? Disons, la différence que moi je perçois, c'est que dans Mort ou Vif, c'était un livre où le récit de ces morts était beaucoup plus proche et beaucoup plus affecté par les... C'était un récit vraiment de... Bon, c'était quasiment un témoignage, on peut dire, même s'il y a une mise en forme, tandis que là, je pense que c'est des textes très différents. Pour moi, c'est déjà des fictions, même si ils peuvent évoquer un référent, mais pour moi, c'est déjà des sortes de fictions. Et la question de la langue de l'enfance, qui était le démarrage de Mort ou Vif, c'est-à-dire ce sentiment d'avoir entendu une langue qui était le dialecte, qui était la langue affective, secrète de la famille, et puis d'avoir perdu cette langue, sentiment qui était à l'origine du livre. Maintenant, je l'ai perdu aussi, ce sentiment. Sans doute avec le temps et avec l'âge, etc. Enfin, j'ai plus d'émotion particulière pour ce dialecte quand je l'entends, parce que je pense qu'il s'est assez éloigné, c'est fini. Et donc c'est autre chose qui motive la tonalité là, du texte, plus une recherche de distance, de mise en forme et de... Ouais, je sais pas dire autrement, mais en tout cas c'est vrai que c'est plus le même contrat avec le lecteur que dans Mort ou Vif. C'est marrant que tu dises c'est plus le même contrat, parce que j'avais à la lecture de ces fantômes, donc, dont on a aussi parlé en radio, j'étais frappé d'une chose, c'est-à-dire que Jérôme Mézot, je m'adresse à vous, on va pouvoir faire circuler ce texte, s'adresse à ces fantômes, à ces gens plus ou moins disparus, à ceux que tu recherches dans le village, mais c'est comme si toi, tu te mettais dans une peau un peu spectrale et que tu venais avec cette mise à distance que je ne qualifierais pas de la même façon. Je sens peu de distance, mais je sens que tu es toi-même dans une écriture un peu spectrale, en train de les englober, de les cerner, et que tu es toi-même un peu un spectre en train de tourner et de danser avec les spectres. Oui, parce que ce qui m'a aussi donné l'idée du spectre, c'est le sentiment de ma propre absence à ce village, c'est-à-dire simplement j'y vis plus et je ne suis plus membre de cette communauté, donc je la vois de l'extérieur et pour moi je la vois presque d'ailleurs, presque de l'au-delà. C'est devenu des personnages, c'est devenu une fiction, c'est plus une réalité et je peux me promener dans ce monde de personnages qui justement devient de plus en plus fictionnel. Et moi, ce qui m'avait frappé en commençant à écrire le livre, c'est de me rendre compte que j'arrivais à un âge où dans ce village, je connaissais presque plus de morts que de vivants. Enfin, il y a un moment où on commence à faire les comptes, puis on regarde tous ceux qui sont déjà allongés, puis on se dit bon. Et puis on ne reconnaît plus les plus jeunes. Bon, ça, c'est des trucs de génération. Enfin, on ne reconnaît plus les enfants. Bon, tiens. Et je me suis dit bon ben voilà, j'avais l'impression d'être en communication, je ne dis pas ça de manière mystique, hein, mais j'avais l'impression de pouvoir ressentir et encore dialoguer avec ceux qui étaient disparus et dont je vois tout le temps les visages et dont j'ai gardé une mémoire un peu involontaire mais très, très précise. Voilà, donc c'était l'occasion d'explorer un peu cet univers. C'est vrai que dans un des moments du texte, puisque ça se présente comme des textes qui se répondent en écho, tu les as un peu conçus. On dit volontiers que Fantôme, c'est un chapelet de petites nouvelles. Est-ce qu'on pourrait dire plutôt que c'est un chapelet de moments précis? Il y a des scènes de repas, des scènes de querelles, des scènes aussi de souvenance, qui met en scène
une vie du village, mais une vie qui le déborde, parce que ce village n'est pas non plus identifié très clairement. Bien sûr, il y a des marqueurs, il y a des personnages qui sont bien identifiés, et à la fois, ce village, il n'a pas de limite véritable. Oui, alors quand j'ai écrit les nouvelles, je n'ai pas forcément pensé à ces types de scènes que j'allais y mettre. La contrainte, c'était d'avoir dans chaque texte une scène qui évoquait le moment d'une disparition ou la revenance d'un disparu, soit dans un rêve, soit dans la pensée, soit dans l'imaginaire. Pour les scènes de disparition, j'essayais alors là de rendre au plus près le souvenir un peu stupéfiant du moment où on apprend la disparition de la personne, qui est un moment assez étrange parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est vrai, on doit un peu se tâter, il y a une hésitation qui est justement un espace ouvert pour moi pour la fiction. Pour la fiction, qu'est-ce que tu veux dire vraiment par là? Que, à partir de là, ce village, il devient un peu plus infini. Il est un des lieux de l'ordinaire, puisque tu aimes bien écrire sur l'ordinaire. Pourquoi tout de même, depuis Mort ou Vif, en passant par Jour Rouge, la figure du grand-père, en passant aussi par Père et Passe, la figure du père, c'est tout de même ce village, c'est ce lieu, c'est quand même cet ancrage qui s'impose. Et tu parles de fiction. Est-ce que c'est, avec Fantôme, une manière de te décaler par rapport à ce premier lieu qui serait ce village? Oui, disons, pour moi, ce village, bon, ben voilà, il n'a rien de particulier, mais c'est le lieu où j'ai éprouvé les premières émotions fortes dans tous les domaines, donc, où, je le dis dans un des textes, où les personnages peuvent porter même le nom des sentiments, enfin le bien et le mal. Quand on est tout petit, ça apporte des visages, quoi. La fourberie, ça a un visage, etc., avant qu'on la généralise. Et donc, pour moi, c'est un réservoir, je dirais, presque infini de situations et de personnages. Mais ce n'est pas le village en soi qui m'intéresse. D'ailleurs, je ne nomme pas, je ne cherche pas à le particulariser, parce que je pense que dans tous les villages, il y a ce type d'expérience qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça va de plus en plus vers la fiction. Sans que j'y ai trop réfléchi, mais c'est là que ça se dirige. D'accord. Ok, donc fiction qui revient quand même dans tes réponses à plusieurs façons. Peut-être qu'on va parler d'une autre fiction ou d'une mise en imaginaire. Donc on évoquait les aquarelles de Zivo dans ce livre qui est parcouru par l'imaginaire de Zivo. C'est aussi une rencontre très forte, où lui a su capter par ses aquarelles un état de ta démarche. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Zivo, qui t'a offert ses aquarelles pour l'illustration du livre? Donc c'était un projet qu'on a fait parce que dans Père et Passe, justement le précédent, c'est lui qui avait déjà fait la couverture. C'est un ami et j'aime ce qu'il fait. Donc, j'allais souvent dans son atelier, on a beaucoup discuté et je lui demandais une fois de me faire une couverture. Et ensuite, on a décidé de faire ensemble un vrai livre à 4 mains, qu'on a vraiment signé les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des textes qui sont illustrés par Zivo, c'est vraiment un livre qu'on a conçu ensemble du début à la fin, avec l'éditeur, Jean Richard, qui est là aussi, avec un graphiste. Mais c'était vraiment un projet en dialogue, c'est-à-dire que je lui amenais des bouts de texte ou des idées de textes que je voulais écrire. Et puis il me proposait des images, on faisait des choix, j'amenais le texte suivant. Quand j'écrivais, j'avais ces images avec moi. Et on s'est rendu compte qu'on avait des points communs dans les intérêts, notamment pour les figures de spectres. Alors il m'a parlé lui-même de ses propres fantômes, c'est-à-dire de ces disparus qui sont présents en général dans ses toiles. Il y a pas mal de toiles dans lesquelles il peint des figures, notamment son grand-père, sous un arbre. Il y a une scène qui revient tout le temps dans sa peinture, la figure du grand-père avec une canne. Bon, c'est lié à une histoire qui lui est personnelle, mais qui devient presque mythique dans la suite des toiles qu'il fait. Et donc, on s'est très bien compris sur cette question du fantôme, du spectral, sur ce qui subsistait quand la personne avait disparu, donc sur le double aussi, et puis la décalque presque, avec plusieurs images sont à double, c'est-à-dire avec une figure entièrement dessinée, puis une autre qui est sous forme ombrée. Et donc on a des petits diptyques comme ça, il y en a quelques-uns dans le texte. Par exemple celui-ci. Il y a
à gauche pour vous, des personnages, et puis à droite une version spectrale. Donc c'était fait aussi, là, je crois qu'il y a une autre image ici. Voilà, là, mais en même temps, voilà, à gauche une image beaucoup plus prononcée, puis à droite la version fantôme, quoi. Mais c'était pas non plus, on n'avait pas du tout l'idée d'illustrer, c'est-à-dire qu'il n'a pas dessiné des choses à partir du texte uniquement. Il ne s'agissait pas de représenter un personnage qui était dans le texte. C'était plutôt d'avoir une résonance. S'il y avait parfois c'est un objet, ça peut être l'accordéon, ça peut être la bicyclette, un seul objet du texte dont il s'emparait pour faire quelque chose, qui avait un sens, parce qu'une bicyclette, voilà, qui a dans certaines images qui est tombée à terre. Et donc ça ne venait pas illustrer strictement le texte. Il y a une bicyclette dans le texte, mais elle n'est pas au cœur de l'histoire et le texte ne vient pas la mettre en scène. Et ce travail en atelier, est-ce que ça a pu, une fois les textes étaient écrits, ou est-ce qu'il y a dialogue quand Zivo a donc dessiné, il a fait une aquarelle, est-ce qu'il va y avoir pour toi une relecture du texte? Est-ce qu'il l'a si bien traduite en aquarelle ou par ces figures spectrales, que tu t'interroges sur ton texte en te disant mais comment a-t-il si bien su cerner ce que tu dis, puisque aussi dans l'être au pendu et autres récits de la boîte noire, donc qui sort ces jours-ci aux éditions monographiques, tu fais un peu l'éloge de la démarche de Zivo et tu as un petit texte pour saluer aussi cette espèce de flou, cette indétermination qui t'a aussi aidé à illustrer le texte de Fantôme. Oui, disons, je n'ai pas réécrit les textes en voyant ces images, mais par contre, quand j'avais un projet de texte, je lui donnais les premières phrases ou un petit extrait, une des premières notes. Il faisait quelques images, il a toujours fait plusieurs images pour chaque texte, et ensuite on choisissait ensemble celle qui irait le mieux au fil de l'évolution du texte. Donc il n'y avait pas vraiment un retour sur le texte avec l'image, mais j'étais baigné de toutes ces images que j'avais avec moi au moment de travailler. Comment ça se passe quand un artiste comme Zivo entre dans ton texte, te propose par cette espèce de dialogue artistique dessiné, aquarellé, de mettre en relief tes textes? Est-ce qu'il y a pour toi quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, une première lecture que lui fait par les aquarelles? Oui, c'est une lecture en images. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé. J'avais le retour d'un premier lecteur, mais à travers des images, pas à travers un discours. Zivo n'est pas quelqu'un qui aime parler ou qui parle facilement de ces choses. On n'avait pas de longues explications sur les choses. C'était plutôt me donner des images et puis voilà, on en disait peut-être quelque chose, ou on rigolait, on regardait si ça allait ou pas. Mais c'était plutôt sa manière de lire mon texte, c'était réagir par une image. Donc c'était à un acte artistique, réagissait à un autre acte, et puis on essayait de voir si ça pouvait tenir ensemble. Et je crois qu'après, en faisant les choix, on a construit un livre qui est assez cohérent dans sa structure. À propos de ce livre, on peut quand même citer quelques phrases que tu en as dit. On aura compris que par rapport au texte précédent, c'est marqué peut-être un choix plus fictionnel, hein, c'est ce que tu nous as affirmé maintenant. Et toujours dans Lettres au pendu, La boîte noire, hein, donc c'est quelques textes réflexifs sur l'atelier d'écriture de Jérôme Mézot, où il s'interroge sur son écriture, et tu dis « C'est à des fantômes en soi qu'on crie à plein poumon, voilà un moment de littérature ». Oui, c'est une phrase qui apparaît dans un petit texte, c'est vrai. Bon, c'est cette idée simplement de... Souvent, moi, quand j'écris, j'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un d'absent, quoi. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à mes lecteurs, mais j'ai souvent un absent en ligne de mire à qui je m'adresse ou à qui je destinerai ce texte. Donc, et il me semble que c'est dans ces moments que... Je ne veux pas généraliser, mais dans ces moments que j'arrive à trouver une voix qui n'est pas tout à fait la voix ordinaire, donc trouver autre chose, un ton, quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un ressenti quand on écrit, on cherche, je pense comme les chanteurs ou autres, on cherche un moment où la voix est à sa bonne place, et puis on reconnaît tout de suite quand elle est juste, et enfin quand on travaille, et puis il faut travailler ça bien sûr, mais une fois qu'elle est reconnue,
le texte peut exister et il va en général jusqu'au bout assez facilement. Donc, pour moi, c'est souvent en m'adressant à des absents que ça fonctionne. Et dans le texte que tu cites, je cite d'autres écrivains bien plus illustres qui ont utilisé ce procédé. Je pense à Faulkner, mais aussi à Maurice Chapa, par exemple, qui souvent le fait, quoi. Alors ça, c'est une excellente transition parce qu'on va pouvoir revenir aux autres textes, c'est-à-dire à cette entrée en littérature. Ça a commencé, donc, on le disait, avec Mort au vif en 1999. Et ce qui s'est peut-être posé à ce moment-là, pour toi, d'abord, je crois savoir que tu enseignais à Zurich à ce moment-là. Et c'est en t'adressant à un public non francophone, peut-être que la langue, celle que tu avais envie de mettre en texte, en écriture, c'est le mieux révélé. Il y a peut-être aussi des trajets entre Zurich et Lausanne qui ont aidé à faire surgir cette langue qui deviendra à plein poumon celle qu'on adresse à des morts. C'est comme ça que ça a démarré en 1999, ailleurs que dans une terre francophone. Oui, ailleurs en tout cas. L'expérience, c'est une expérience toute courante, je pense, mais pour moi elle a été forte, c'est de vivre dans une ville dont je ne parlais pas la langue, dont je parlais mal la langue, et d'être constamment confronté à une autre langue un petit peu étrangère qui me faisait un petit peu peur aussi, et d'avoir juste une petite bulle avec ma propre langue qui était avec une ou deux personnes, ou moi-même tout seul, en parlant avec moi-même. Et tout à coup, la forme de cette langue, sa couleur, sa richesse a été démultipliée par cette expérience que je n'avais pas vraiment faite avant, sauf à faire des voyages à l'étranger. Mais là, j'ai vécu vraiment plusieurs années dans une autre langue. Et ça a remis au premier plan la forme de la langue, sa couleur, etc. Donc, je me suis intéressé, j'avais besoin tout à coup de me saisir de cette langue qui échappait un petit peu. Qui échappait à Zurich, qui va donc prendre de plus en plus sa tonalité, comme on le voit à la lecture des textes, avec tout de même un souci, c'est de parler des tiens, de parler de ce premier village, c'est infini ordinaire, comme tu le désignes volontiers, et un souci de ne pas trahir le langage des tiens. C'est-à-dire qu'il y a quand même chez toi cette tension permanente, écrire sur, on le retrouve notamment dans un tout autre registre chez Adrien Pasquali, justement, dire comment être fidèle à la langue, et pour toi c'était le patois, notamment par ton père et ta mère, je crois, et comment être fidèle à cela tout en disant autre chose, non pas sur eux, mais avec eux. Oui, cette question de la fidélité, si je réfléchis aujourd'hui, ça peut être aussi un piège, parce que... Mais en même temps, moi je l'ai ressenti comme ça, en écrivant, j'avais l'impression que je ne pouvais pas rompre entièrement avec ce monde, que j'avais à quelque part à en rendre compte, et qu'il fallait que mes textes soient audibles pour les gens de l'univers d'où je venais, et le fait d'être parti, d'avoir fait des études, d'avoir accès à d'autres langages. Pour moi, c'était important que ça ne me coupe pas de ce lieu d'où je venais, donc j'ai gardé, je pense, une forme de lien de cette manière, mais c'est peut-être aussi une loyauté excessive ou une loyauté qui peut emprisonner. Moi, ça m'a poussé à écrire ces textes, donc je ne vais pas la renier maintenant. Alors, tu dis même, il me coûterait d'écrire des textes qui, je vais te citer le plus précisément possible, j'aurais souffert d'écrire des textes qui auraient rebuté les miens. Alors, est-ce que ça, c'est une manière de relancer l'adresse, d'où c'est parti, donc, de cette culture Abernaya, Saint-Maurice? Est-ce pas aussi une manière de te mettre une contrainte qui va devenir difficile après dans l'exercice? Alors, tu parlais de fiction pour fantôme. Est-ce que la peur, la hantise même de trahir le langage des siens, est-ce une contrainte avec laquelle on peut cheminer? C'est en tout cas pas très confortable comme contrainte. Il faut que je la reconsidère. Mais... Voilà. Oui, parce qu'on va en parler dans le cas des postures aussi. En fait. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été très très présent, en tout cas dans les premiers livres, comme ça. Je voulais absolument que les gens de ma famille ou autres puissent lire ces livres, ne se sentent pas rejetés par ces livres, puissent s'y retrouver au moins en partie.
bien sûr, ces livres font aussi des allusions à d'autres livres avant tout, et donc ils portent une mémoire aussi littéraire. Mais il y a des manières de faire passer la mémoire littéraire sans qu'on la voie, ou sans qu'elle s'exhibe comme telle, comme citation, comme haut langage, etc. Donc j'essaie de la faire passer dans le texte de toute manière. Même si on saute aussi les générations. Jour rouge, paru aussi aux éditions d'en bas, c'est aussi un texte court, très fort, très concentré sur la figure du grand-père, qui est peut-être plus éloignée que la figure de ton père, bien sûr, et de ta mère d'une autre façon. Jour rouge, c'est aussi une manière de te rappeler, d'être fidèle à une culture du grand-père, qui lui avait une bibliothèque, qui crée un centre d'études sociales, qui non seulement va aider et combien les brigadistes en Espagne, et qui a en lui une bibliothèque, comme toi tu pourrais avoir plusieurs bibliothèques. Est-ce qu'il y a là une transmission très importante par la figure du grand-père, par la bibliothèque et par Jean-Jacques Rousseau, puisque nous sommes à la maison Rousseau? C'est vrai que mon grand-père était un fan de Jean-Jacques Rousseau, c'était un admirateur de Jean-Jacques Rousseau, c'était un lecteur autodidacte. Il avait donc fondé une petite bibliothèque d'études sociales pour proposer des livres aux ouvriers de la région. Et donc c'était dans un projet de culture, émancipation sociale. On parle d'un autre monde, là, il y a presque 100 ans. Et c'est vrai que j'ai de l'admiration pour ce projet. Bon, j'idéalise peut-être un peu mon grand-père, mais j'ai gardé une loyauté par rapport à ce type de projet et par rapport à ce qu'il en a fait, avec le peu de moyens qu'il avait. Il travaillait à l'usine, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui était fait en plus, par conviction, sans espoir d'ailleurs d'avoir beaucoup de retours, et dans une expérience de minoritaire qui était assez violente pour lui. Ça, il l'a suffisamment dit aussi, d'être socialiste dans le Valais des années 30, c'était pas facile. Dans le village, il y avait une forme d'ostracisme, on peut dire, sur les gens qui partageaient ses idées. Simplement le fait de ne pas aller à l'église, c'était déjà, ça mettait hors jeu. Donc moi je pense que cette expérience du minoritaire, elle m'a beaucoup marqué, même si je ne l'ai pas vécu, je l'ai vécu par transmission. Et je continue à lui accorder une importance, mais alors traduite dans le monde d'aujourd'hui. Traduite dans le monde d'aujourd'hui, il y a la bibliothèque que ce grand-père avait, qui t'impressionnait beaucoup quand tu étais enfant. Le souvenir de ces pages, et comme une transmission, comme s'il t'avait désigné comme une sorte d'héritier à poursuivre ce travail de dévoilement, ce travail de mise en valeur du texte, de l'écriture, et Rousseau, tout ça. Parce que Rousseau, il a peut-être beaucoup plu à ton grand-père, qu'il l'a beaucoup lu, mais je crois savoir que tu as une adolescence qui a beaucoup à faire avec Jean-Jacques Rousseau. Bon, je me suis mis à lire Rousseau assez tôt, et sans doute ça a passé par mon grand-père qui en parlait beaucoup, qui avait pas mal d'œuvres de Rousseau, même des ouvrages assez anciens, et qui en faisait une lecture alors pas du tout académique, et pas du tout ni académique ni historique. Il en faisait une lecture que je trouvais tout à fait cohérente, c'est-à-dire qu'il s'appropriait ces textes dans les luttes qui étaient les siennes. C'est-à-dire il s'intéressait chez Rousseau aux passages qui parlaient de l'égalité, de l'injustice, etc. Et donc il traduisait immédiatement en quelque sorte ces textes avec les moyens qui étaient les siens, puisque c'était un autodidacte. Donc il ne dissertait pas sur Rousseau, il ne commentait pas Rousseau, ce n'était pas son objet, c'est l'objet d'autres personnes, mais il pouvait l'actualiser tout à fait clairement dans ce qu'il était en train de faire. Moi, voilà, c'est le premier contact que j'ai eu avec Rousseau, donc c'est un contact assez passionnel, et je l'ai gardé. Et quand j'ai fait l'essai sur Rousseau qui s'appelle Le vieux philosophe, eh bien, je crois que dans ce livre, on a la trace des deux choses. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une approche académique d'un certain nombre de points, et puis en même temps, c'est la postface du livre, etc. Il y a ce rapport passionnel qui est conservé, parce que voilà, je peux signaler au lecteur que j'ai une passion pour Rousseau, et c'est peut-être mieux que je lui signale, parce qu'il verra mes égarements dans le commentaire. Et voilà, je ne veux pas faire semblant d'être neutre, je ne crois pas tellement à ces formes de neutralité
axiologiques, même si je les comprends en tant que règles de fonctionnement, un monde académique, mais c'est clair qu'on ne fonctionne pas comme ça avec le texte, hein, je crois. Alors, on va peut-être voir comment ça fonctionne avec le Gueux philosophe, qui est un livre que je crois très important, qui est paru aux éditions Antipode en 2003, qui était pour toi une manière non seulement de revisiter la figure, de convoquer aussi Norbert Elias, ce grand sociologue qui s'est beaucoup interrogé sur la première autonomie que certains artistes ont pu revendiquer à la fin du XVIIIe siècle. Lui, il pensait à Mozart, et tu mets Mozart et Rousseau en parallèle pour dire que la posture d'autonomie, que la posture de Rousseau est tout à fait extraordinaire, et qu'elle se construit dans une opposition avec des phases, et qui va même convoquer la maladie. Et là, nous allons glisser dans le deuxième texte mis au sommaire de ce soir, La fabrique des singularités, dont le premier chapitre est justement consacré à Jean-Jacques Rousseau, Jérôme, et voir que par ce glissement, en convoquant sa maladie, Rousseau invente une posture qui t'a beaucoup intéressé, du Gueux philosophe à la fabrique des singularités. Oui, ce qui m'a intéressé dans cette posture de Rousseau, c'est-à-dire le fait de se présenter à son public comme un artisan modeste et indépendant qui œuvre pour l'égalité, par exemple, ce type de présentation de l'auteur au public m'a fasciné parce qu'il a eu toute une postérité au XIXe siècle. C'est la méritocratie républicaine, c'est la passion de l'égalité. Et beaucoup d'auteurs se sont référés ensuite à Rousseau. Moi, j'en fais un petit peu l'histoire dans le Gueux philosophe. C'est devenu une topique de la figure d'auteur. C'est l'auteur démocratique, en quelque sorte, hein, qui a encore ses épigones aujourd'hui. Donc, il me semblait que c'était un linéament comme ça dans l'histoire des figures d'auteurs qui était important à souligner. Et puis c'est surtout quelque chose qui m'intéressait, justement. Donc c'est lié aussi à une passion de cet intérêt pour ces figures. Alors on est entré dans cette discussion sur la posture de l'écrivain par Rousseau. On va peut-être revenir à ce projet, donc oui, ça c'est le deuxième tome, Posture littéraire 2. Et c'était en 2007, Posture littéraire, mise en scène moderne de l'auteur. Alors par Rousseau, on peut revenir à ce projet initial. Tu dis, chez les écrivains, bien des modèles d'action, posture, rôle, mais aussi motifs littéraires, ont des fondements très anciens. Ça, on croit le deviner chaque fois qu'on a un texte et son épaisseur, même s'il se revendique complètement nouveau ou dans un renouvellement, mais c'est déjà l'amorce de ta discussion sur la posture qui se veut complexe. Comment on pourrait la définir dans ce projet dont voici le deuxième tome? Bon, ce que j'ai appelé posture dans ces recherches, c'est la présentation de soi que l'auteur fait au public quand il publie, quand il se présente publiquement. Et donc, ça recouvre à la fois l'image de l'auteur dans les textes publiés, l'image que le lecteur peut déduire en quelque sorte de l'auteur dans le texte. On se fait une image de l'auteur du texte qu'on est en train de lire, même quand on n'a pas son image, mais on s'en fait une à la lecture. Il y a des effets de figuration qui sont donnés dans le texte. Et puis, l'autre pan de la posture, en quelque sorte, c'est les conduites publiques de cet auteur, justement, en tant que personne de chair, hein, qui, dans certaines occasions, se présente sur la scène de la littérature, se présente publiquement sur la scène de la littérature. Et le fait dans un certain répertoire de rôles, d'attitudes qui sont plus ou moins précontraintes par l'espace public de la littérature. Les écrivains, on connaît ces fameuses photos d'écrivains qui posent devant leur bibliothèque, d'écrivains qui posent avec leurs cigarettes ou avec leurs pipes, etc. Donc on a évidemment un certain nombre de topiques de la représentation de l'écrivain, et puis il y a les auteurs qui se sont glissés dans ces topiques. On pourrait faire une expo photo très facilement là-dessus. Il y en a d'autres qui ont essayé d'échapper à celle-ci ou de modifier ces images d'auteur. Donc voilà, donc la posture, c'est ça. Hein, c'est pas... Alors le problème, c'est ce terme de posture qu'on oppose à imposture, ou ce terme de posture qui est utilisé aussi dans un sens beaucoup plus large aujourd'hui dans les médias, parce que c'est simplement un mot de la langue ordinaire, qui supposerait qu'il s'agit de prendre des pauses, qu'il s'agit de calculer sa manière d'apparaître. Mais moi, ce que j'étudie dans les textes, c'est pas du tout ça. Hein.
pour moi, le phénomène de posture, il est lié, il est inhérent au fait d'être en situation publique. Et quand un auteur prend la parole ou propose un texte, il y a un phénomène de posture qui va se mettre en place et qui est une négociation complexe entre ce que l'espace public de la littérature, dans son historicité, propose comme figure d'auteur et le besoin de singularité que chacun semble activer dans ces moments. Et c'est pour ça que le livre s'appelle La fabrique des singularités. Il y a un impératif de singularité dans l'espace de la littérature. C'est un des lieux où les gens sont sommés à se singulariser et donc le font d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être dans la langue, justement, alors avec les phénomènes de style et de ton, mais ça peut être aussi dans les conduites. Et je décris quelques conduites, alors assez célèbres. Ça peut être Blaise Cendrars, la fameuse La chemise ouverte et la cigarette. Ça peut être Sartre, etc. Donc, on connaît ces figures, on peut aussi historiquement les situer, etc. Alors si on reste à Cendrars et sur cette photo célèbre, quasiment officielle, Cendrars avec la cibiche au coin de la lèvre, la chemise ouverte, cette posture de l'écrivain reporter qui se crée dans les années 30, l'homme à la main coupée, bien sûr, parce qu'il y a aussi dans sa posture cet élément-là, même si ça l'a fait horriblement souffrir, et si il a dû apprendre à écrire de la main gauche. On peut imaginer aussi le changement que ça a représenté dans sa mise en écriture des textes. Mais cette manière de faire, c'est aussi essayer de cerner une singularité, mais on voit bien que la singularité, par la photographie, par la mise en scène de l'écrivain, elle est dictée par d'autres discours, elle est dictée par d'autres attentes. Donc la posture, c'est aussi articuler le singulier que l'auteur veut absolument créer pour se singulariser dans la langue de tous et à la fois porteur, tiens, on y revient, c'est pas celle de ton grand-père, mais sa bibliothèque, puisqu'il écrit avec quantité de bibliothèques et toi aussi tu écris avec tous les livres que tu as lus, imaginés et parcourus. Bon, dans le cas de Cendrars, c'est justement j'essaie de décrire sa posture comme non pas quelque chose qui est strictement singulier, mais quelque chose qui est une réponse justement dans l'attitude, ça peut être dans les conduites corporelles, mais aussi évidemment dans les textes, dans le ton des textes, une réponse à un environnement littéraire qui se présente comme hostile ou qu'il envisage comme hostile. C'est-à-dire que quand Cendrars écrit par exemple la tétralogie après la guerre, il l'écrit aussi contre, et dans l'espace littéraire, on n'écrit pas seulement pour des gens, mais aussi contre des gens, c'est-à-dire qu'on se singularise par rapport à d'autres. Et par exemple, une des haines de Cendrars après 1945, c'est Sartre. Donc il faut tout faire, et ça apparaît dans la correspondance, pour ne pas apparaître comme un littérateur de cabinet, pour ne pas être un écrivain professeur, donc ne jamais poser par exemple dans une bibliothèque, ne pas poser avec des vêtements qui évoquent le bourgeois installé, etc. Et donc moi, je relis non pas, alors ce n'est pas des anecdotes biographiques, c'est simplement essayer d'articuler ces phénomènes de présentation publique avec la poétique du texte, et où là aussi on trouve des phénomènes du même type, l'écriture rhapsodique, l'intérêt pour l'oralité, l'intérêt pour les argots, le langage populaire, proposer une langue qui ne soit pas la langue sage, académique, traditionnelle, qui est mobilisé par d'autres auteurs. Voilà. Qu'est-ce que ça doit être? L'émotion particulière, c'est la langue dictionnaire, c'est la langue des grammaires. Est-ce que c'est une langue qui doit être respectueuse de cet ordre-là, ou est-ce que c'est une langue de l'invention, de la différence? Et donc j'étais fasciné par les auteurs qui mobilisaient des formes de langue qui à l'époque en tout cas n'étaient pas acceptées comme telles. Alors aujourd'hui on lit Céline, ou on lit Queneau, on lit Giono sans avoir un sentiment d'extrême différence de la langue, parce qu'on s'est acclimaté à ces mises en forme, mais les débats sur le moment autour de Ramu, par exemple, ou de Céline, ont été vraiment très violents. Et quand on relit aujourd'hui les arguments des critiques de l'époque, on sent bien la distance qui nous sépare d'eux dans la conception qu'on a de la langue. Alors je disais, puisqu'on ne pourra pas tout évoquer ce soir, je disais que cette thèse, publiée chez Drault, avait été préfacée par Pierre Bourdieu. C'est une aventure, c'est une rencontre, c'est des discussions nombreuses que vous avez eues ensemble à Paris, quand tu suivais son séminaire, je crois. Tu pourrais nous raconter aussi comment ça s'est passé avec Bourdieu.
Et ce n'est pas évidemment tout à fait anodin de voir sa thèse préfacée par Pierre Bourdieu. Ça t'a peut-être mis aussi dans l'embarras à certains égards. Ah bah oui, ça peut être un peu lourd d'avoir ça. Lourd et prestigieux. Alors oui, c'est prestigieux. Si c'est intéressant d'avoir une thèse préfacée par Bourdieu. Il faut dire qu'il l'avait suivi en bonne partie, donc c'était intéressant d'avoir ce regard sur la thèse à la fin. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Tu avais suivi un de ces séminaires à Paris, et finalement, comment a-t-il accepté de suivre ta thèse et finalement, Non, ça s'est passé beaucoup plus simplement, et c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant comme anecdote, je crois. Je lui avais simplement envoyé, j'avais lu Les règles de l'art quand elles avaient paru en 1992, et moi j'étais un peu égaré, enfin à l'université je ne me reconnaissais pas dans un certain nombre de thèmes ou de thèses qu'on nous enseignait. Et je ne retrouvais pas mon goût pour la littérature dans la manière dont on nous enseignait les choses. Et j'avais lu Les règles de l'art, ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup frappé. Je n'avais pas vraiment compris les enjeux du livre, mais enfin, je m'étais dit, ça, je peux essayer de le comprendre, ça m'intéresse beaucoup plus comme ça. Alors je lui avais écrit, je lui avais envoyé un petit projet d'article que j'avais fait sur justement le rapport entre les écrivains de Suisse romande et les écrivains parisiens. Bon, je travaillais sur centre et périphérie, j'ai fait ensuite des papiers là-dessus. Et c'était un petit projet d'article, mais vraiment, quand j'y repense aujourd'hui, voilà, j'étais étudiant en lettres, donc c'est un projet d'article, donc c'était vraiment quelque chose d'assez simple et voilà, et un peu maladroit, mais enfin, ça dénotait, je pense, quand même une certaine passion pour ce sujet, puis pour le livre qu'il avait publié. Et je lui avais envoyé ça en lui disant, est-ce qu'on pourrait en discuter? Moi, j'ai pas vraiment d'interlocuteur sur ce thème. Et Bourdieu avait fait un petit article qui s'appelait Existe-t-il des écrivains belges, qui posait exactement cette question-là. Et alors il m'a dit, venez me trouver, et puis on va discuter. Donc il a répondu très gentiment. Et après il m'a demandé de venir dans un de ses séminaires présenter ce projet d'article. Je suis tombé sur des gens vraiment bienveillants qui ont vu que j'étais étudiant et qui m'ont pas assassiné tout de suite. Et au contraire, lui savait très bien tirer le meilleur, même d'un travail tout à fait inabouti. Et il m'a donné des pistes et il m'a dit, continuez, c'est un beau sujet, il faut travailler là-dessus, allez-y. Voilà, et puis ça s'est enchaîné. Et donc ensuite, il n'a pas dirigé la thèse, mais il l'a accompagnée. Donc on se voyait souvent avec des bouts de chapitres. Et moi, ce que j'ai surtout aimé chez lui, c'est que c'était quelqu'un qui... Enfin, il y a plein de gens qui ont un avis là-dessus. C'est pas quelqu'un de très aimé dans le monde littéraire, mais il était extrêmement agréable. Moi, je ne représentais pas un enjeu pour lui, donc il était parfaitement sympathique, généreux. Il me donnait plein de pistes, d'idées. Il me donnait des choses à lire. Donc c'était une espèce de brainstorming. Moi, je prenais des notes. J'en avais pour 2 mois de réflexion après une demi-heure de discussion dans le bureau du Collège de France. Il n'y avait pas ce côté rugueux qu'on a souvent pu dénoter chez Pierre Bourdieu, cette grande nervosité, c'était un peu rugueux, un peu pas très abordable, comme on a pu le dire. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Bourdieu ou contre Bourdieu? Je ne l'ai pas senti parce qu'il était très... Voilà, j'étais un étudiant, il était très aimable, je ne sais pas comment dire. Il était... donc accueil... il semblait très naturel, donc voilà. Et puis il était curieux, ça il faut reconnaître qu'il avait cette qualité. Il avait une énorme curiosité pour toutes sortes de sujets de recherche. D'ailleurs, on n'a qu'à voir la liste de ses travaux. Il a travaillé aussi bien sur la boxe que sur l'épiscopat français et sur le marché de la villa en Seine-Saint-Denis. Et c'était pas de l'éclectisme, c'était quelqu'un qui allait très au fond de pas mal de choses. Mais tous les sujets dans lesquels il pouvait essayer de comprendre des logiques sociales le passionnaient, donc il ne cessait d'avoir... Il avait beaucoup d'autres interlocuteurs, moi je n'étais pas du tout singulier, il y avait beaucoup d'autres interlocuteurs que je connaissais, d'ailleurs des Belges, des Brésiliens, etc., qui venaient régulièrement avec leur petit bout de papier, ils disaient, il fallait voir ça, va voir ça, rappelle-moi. Et bon, il y avait une espèce de passion, c'est vrai, là autour, voilà, j'ai pas beaucoup retrouvé ailleurs, je dois dire, cette passion. Voilà. Après, c'est posé la question justement de cette préface. Alors, c'est par hasard si tu en fais part dans La Fabrique des Singularités. Tu te demandes aussi qu'est-ce que c'est que préfacer un texte. Il y a peut-être 3 types de préfaces. Celle-ci était nettement accompagnée une démarche, avec quand même un couac, c'est que Pierre Bourdieu dirigeait la collection Libère aux éditions du Seuil, et l'éditeur, contrairement à
ce que Bourdieu peut-être espérait, mais on ne le sait pas très bien, justement, tu vas pouvoir le préciser, Jérôme. On te dit, le sujet n'est pas publiable en l'état, il est trop suisse. Et en fait, ça relance le cœur même du sujet de la tête. Et ça, je pense que c'est évidemment, on a dépassé l'anecdote, on revient au cœur de ce que tu essayes d'analyser, avec Camus, ce rejet. Donc ça doit être quand même difficile à vivre, même cautionné par une préface de Bourdieu. Non, le paradoxe, c'était que j'avais fait tout un gros livre pour essayer de décrire cette situation asymétrique entre les écrivains suisses et la France, la relative cécité de la France sur la production périphérique, etc. Tous ces trucs, je l'avais développé. Et en donnant ce manuscrit au Seuil, comme Bourdieu m'avait demandé de le faire, c'est pas moi qui était au Seuil et essayé de placer mon bouquin. Il m'a dit, vous réécrivez votre thèse en 300 pages et le 31 août, vous la déposez au Seuil. Bon, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et 2 mois après, on me dit, c'est un sujet trop suisse, on ne peut pas publier ça, ça ne se vendra pas. Donc, c'est vrai que là, j'ai eu la vérification empirique de ce que j'avais proposé. Et bien sûr, il fallait qu'elle se retourne contre moi. Donc, sur le moment, c'était un peu cuisant. Maintenant, je me marre parce que je me dis que finalement, j'ai bien décrit la situation et je ne me suis pas tout à fait trompé. Voilà. Donc, voilà, le livre a été publié chez Drault et Bourdieu, qui était un peu malheureux que le comité de lecture ne veuille pas de ce livre, a proposé de faire la préface. Donc, c'était un petit peu j'imagine, pour rattraper le truc. Mais ce livre, il a rayonné, il se fait refuser dans le cadre de la réécriture à Paris, il est publié à Genève, on en est très heureux, et puis il rayonne. Alors la préface a peut-être aidé comme levier à le faire rayonner, et ensuite cette thèse, puis d'autres travaux, puisque tu publies beaucoup, articles, colloques et autres, vont essaimer un peu partout. Et donc tu te rends compte que la singularité du sujet, lié justement à cet état de tension entre langue normative de Paris et langue périphérique, on va l'appeler ainsi, en fait, te permet, toi, de mettre en mouvement toute ta propre littérature réflexive. C'est vrai qu'après les choses se sont enchaînées parce qu'en travaillant sur cette thèse, petit à petit a émergé cette question autour de la posture des auteurs, parce que je me suis rendu compte que pour comprendre la manière dont certains auteurs avaient envisagé leur propre mode d'écriture, cette question de la posture était centrale. Moi, j'ai d'abord travaillé sur Louis-Ferdinand Céline, avec essayer de comprendre comment à un moment donné il invente une posture de parole particulière dans une conjoncture littéraire très particulière, qui est celle des débats autour de la langue du peuple en littérature, et comment il trouve une solution formelle à ce débat extrêmement complexe de l'époque que j'ai essayé de retracer. Et aujourd'hui, pour les lecteurs, voilà, on dit Céline a inventé, je sais pas, le style oralisé en littérature, mais on isole évidemment ce cas assez fantastique, mais on l'isole de toute cette forêt de tentatives qui avaient précédé, qui sont contemporaines, dans lesquelles il n'émerge pas tout de suite d'ailleurs, il emprunte à d'autres, etc. Donc j'ai restitué le collectif autour de cette singularité, mais j'ai aussi essayé de restituer les motivations à se fabriquer comme singulier, justement, chez Céline, par exemple. Tu as des phrases assez courtes, tu développes formidablement bien, et puis, hop, singularité, il faut que je retombe. On a fait un peu ce périple à travers la fabrique des singularités, la posture, Jérôme, et comme par hasard, on est parti de la bibliothèque du grand-père, de Jour rouge, ensuite Fantôme, et je pense que c'est bien, je ne sais pas quelle est votre impression, on va pouvoir en discuter dans un instant, mais je pense qu'il y a justement une union, en tout cas un apparentement entre ce que tu écris en termes de littérature et de critique et ce que tu écris dans tes fictions ou fantômes, et que souvent tu présentes ça, c'est notamment présent dans Lettres au pendu, puisqu'après Lettres au pendu adressé à titre posthume bien sûr à Adrien Pasquali, il y a les écrits de la boîte noire, et notamment l'atelier d'écriture de Jérôme Mézot, où il discute notamment en entretien quelle est sa position par rapport à la langue. Et il me semble que ce serait une erreur dans le cadre de tout ce que tu produis, ce que tu écris, d'être un cerveau gauche, un cerveau droit, le méso critique universitaire, intellectuel, comme le disait très justement Sylviane Dupuis en présentation, et l'écrivain. Et je n'ai pas tellement envie de les opposer,
parce que je te lis évidemment dans une autre position, je lis autrement bien sûr les choses, mais je vois qu'il y a quand même des liens, mine de rien, que ce monde n'est pas si cloisonné, quoi que tu en aies et quoi que tu en dises. Qu'est-ce que je peux t'interpeller là-dessus? Parce que ce serait de la schizophrénie si c'était complètement cloisonné. Hein. Non, mais ça ne participe pas d'un ethos, puisque c'est aussi un terme important. Je me pose les mêmes questions quand je fais des analyses d'auteurs, de textes d'auteurs, et quand je réfléchis à ma propre écriture. Donc il y a des questions qui sont communes, et il y a donc des ponts entre ces deux univers. Mais c'est quand même deux pratiques qui sont assez distinctes, par contre. L'écriture académique proprement dite, elle se donne un certain nombre de règles, de procédures, de manières de faire qui sont liées à l'institution et qui ont leur raison d'être d'ailleurs. Hein. Et c'est des règles dont je ne me sens pas... quand j'écris pour moi des textes personnels, c'est des règles qui évidemment n'existent pas. Enfin, c'est un autre espace, c'est un espace d'imaginaire, c'est un espace... voilà, c'est simplement deux espaces. Je ne dirais pas qu'ils sont totalement distincts, il y a évidemment des liens, mais je suis toujours heureux de passer d'un espace à l'autre parce que j'ai l'impression d'avoir une double existence. Une espèce de... C'est comme quand on voyage, quand on vit à l'étranger, on a l'impression d'être une autre personne. Quand on vit très longtemps ailleurs et dans une autre langue, on a l'impression d'être une autre personne. Ça, c'est magique. Alors je disais, il y a peut-être ce point d'articulation, c'est l'éthos, c'est une manière de te situer par rapport à l'écriture, aussi bien ton écriture personnelle que cette écriture critique. Et comme par hasard, si tu as choisi en 2003, publié chez Antipode, Le gueux philosophe, n'était-ce pas aussi une manière de te positionner par rapport à ton univers, cet univers infini et ordinaire qu'est le village? Était-ce pas une manière de dire que toi aussi, tu développes une singularité qui n'est pas si éloignée de celle de Rousseau, refusant la pension royale de Louis XV après le succès du Devin du village en 1752, je crois. Disons, c'était une manière de dire que ce type de rapport à la littérature, à l'écriture et au monde est celui qui m'intéresse, oui, et qui me concerne. Donc oui, donc cette tradition qui irait de Rousseau à Jules Vallès jusqu'à Annie Ernaux, voilà. Alors c'est évidemment des grands sauts historiques comme ça, mais il y a un linéament quand même, une manière de se situer par rapport au monde qui me semble cohérente dans toutes ces démarches, et je me suis mis au bout de la chaîne, c'est clair. C'est-à-dire que c'est à partir de là, à partir de cet intérêt que j'ai pour cette tradition, que j'écris et que je fais ce que je fais. Donc je me mets dans leur sillage, et Dieu sait si c'est pas forcément facile de le faire, hein, mais c'est avec eux que je dialogue en quelque sorte quand je travaille, quand j'écris, etc. On a tous, je crois, de ces filières d'écriture qui sont derrière nous, auxquelles on peut se raccrocher. Voilà. Filière d'écriture, intertextualité, tout ce qui évidemment convoque un écrivain quand il écrit, sa bibliothèque, le monde avec lequel il écrit. Et comme par hasard, tu viens de citer trois noms, Vallès, Annie Ernaux et Rousseau, bien sûr, pardon. Comme par hasard, eux se sont situés et positionnés comme protestataires d'une certaine façon. Même Annie Ernaux interroge notamment dans La Place la boutique, le café de ses parents, l'interrogation par rapport à ce langage et tout ce qui s'y passe, et ce sentiment d'exclusion par rapport à une grande culture, une autre culture. Les trois, Vallès revendique qu'il s'est fait peut-être par l'école républicaine, il est l'écrivain de la commune, mais c'est bien en luttant contre le langage de la puissance et des puissants qu'il arrive à autre chose, que sa posture est finalement beaucoup plus forte. Oui, c'est des auteurs qui sont en situation de combat constamment, j'ai l'impression, qui sont en conflit, notamment, pas seulement avec les puissants, mais aussi en conflit avec la culture savante qui est présente en eux et autour d'eux. Et bon, moi, je me pose également ces questions-là, donc je les vis aussi de manière personnelle. Donc c'est pour cette raison que ces questions m'intéressent, et que je peux projeter aussi cette réflexion dans d'autres auteurs. Alors après, évidemment, il faut voir ce qui est de la part de la projection et ce qui est de la part de ce qui est véritablement négocié dans ces textes. Écrivain de combat, je disais, je me situe au bout de cette chaîne. Est-ce que c'est pour toi reprendre une posture d'écrivain de combat, combattre pourquoi, écrire pour qui,
Est-ce que c'est encore des questions qu'on peut poser aujourd'hui dans la galaxie numérique où tout le monde peut s'adresser à tout le monde par blog? Est-ce que l'adresse, est-ce que combattre, est-ce qu'avoir cette posture de combat, c'est quelque chose auquel non seulement tu tiens, mais avec laquelle tu te construis et tu construis tes faits? Bon, le mot combat, j'ai employé peut-être un petit peu fort, mais d'être en tout cas en situation d'opposition, en situation de différence par rapport à d'autres manières de faire, pour moi c'est important. C'est comme ça, je pense que je peux progresser, c'est en reconnaissant les types d'écriture, les types d'œuvres, les types d'adresses au public dans lesquels je ne peux pas être et que je ne peux pas reconnaître pour les miennes. Notamment tout ce qui n'évoque pas le débat démocratique, ce qui n'évoque pas la passion de l'égalité, etc. Donc voilà, après c'est des affinités personnelles qui se sont développées. Mais je ne suis pas aussi dans une situation historique où le combat présente des caractères extrêmement sanglants. On n'est pas tout à fait on est dans une espèce de guerre larvée, mais enfin on n'est pas dans une guerre déclarée. Donc... guerre larvée qui serait quoi, l'horizon de la mondialisation, la guerre économique, pour qu'on saisisse un peu quels sont tes champs de tension et de combat, si on reprend les termes, si on les accepte. Ah, moi, c'est mon interprétation. On est dans un immense combat entre des forces, disons, pour aller très vite, entre des multinationales qui veulent privatiser le monde, en quelque sorte, et des États qui tentent plus ou moins de résister à ça, et une société civile qui tente de résister à ça. Donc on a dans une immense prise de judo très longue et très ancienne, et qui se perpétue, qui n'est pas finie, et dans laquelle il faut, pour moi, il est très important de savoir où je suis dans cette lutte et avec qui je voudrais lutter. Mais ce n'est pas non plus un combat au sens guerrier de tous les jours, mais chaque texte, chaque prise de position est une manière de participer à ce combat. Tu t'interrogeais sur ce procès de privatisation dans le monde d'aujourd'hui. Privatiser l'eau potable, privatiser toutes les ressources, il y aura de grands combats autour des énergies, ça on peut bien imaginer. Et dans tes textes critiques, tu t'interroges, que ce soit Rousseau, Vallès ou d'autres, et toi-même, en lien avec ce village, plus ou moins imaginaire, tu te dis, moi aussi j'ai été privé d'eux. Donc cette notion de privé d'eux, de privatisation, tu la mets en dialectique, en tension, pour te dire, est-ce que nous, venant d'une culture populaire, venant d'une culture, ton père était mécanicien, ton grand-père était ouvrier, cheminot, est-ce que c'était pas aussi se sentir privé d'eux? Oui, je ne sais pas s'ils l'ont vécu comme ça. Ça part pas non plus chez moi d'un ressentiment, mais disons que j'ai vu ce que c'était que la domination sociale, économique, politique. Enfin, tout le monde la voit, mais moi je l'ai vu très tout près. Et puis j'ai eu la chance aussi de pouvoir y échapper un tout petit peu, sans doute en faisant des études, en étant projeté dans un univers dans lequel je ressens moins la domination, bien qu'elle s'exerce sûrement, mais je m'en sens moins victime peut-être que ceux que j'ai vus directement victimes de ça. Donc j'ai la chance d'avoir échappé en partie à ça, donc j'essaie de faire en sorte que ce que j'ai pu gagner soit reversé au bénéfice de ceux qui ne peuvent pas ou qui peuvent difficilement résister à ces dominations injustes. Voilà, moi ce qui m'a toujours un petit peu effrayé, c'est l'arrogance avec laquelle certains milieux défendent les privilèges d'une certaine caste. Enfin voilà, tout le monde sait de quoi je parle, on en parle dans le journal tous les jours. Mais voilà, je pense qu'il faut constamment redire que ces argumentations de la domination sont des fausses argumentations, qu'elles sont biaisées, qu'elles universalisent des intérêts particuliers, etc. Et je pense que les intellectuels, on fait tous les guillemets qu'on veut, pour moi en tout cas, ils ne sont pas là pour renforcer ces dominations, pour fournir des arguments à ceux qui en ont déjà, et au contraire, plutôt pour moi en tout cas, de casser petit à petit, patiemment, ces argumentations, en tout cas montrer en partie l'humanité. Mais ce n'est pas une position extrêmement singulière, simplement, vu qu'on soit nombreux à le faire. C'est quand même une manière de te singulariser en étant toujours connecté à un collectif, à ne pas perdre de vue ce que tu discutes justement dans la notion de posture.
cette singularité en lien avec cette résonance sociale. On ne peut absolument pas désarticuler ces deux manières d'être. Oui, je crois que pour moi, c'est tout à fait important que ce que j'écris soit lié à l'état du monde social et à une manière de se situer dans ce monde. Donc peut-être que ça rend d'ailleurs ces textes, ça les rendra peut-être rapidement obsolètes. C'était une question que Sartre se posait aussi. Est-ce qu'on écrit pour l'avenir ou est-ce qu'on écrit pour la situation? Je n'ai pas de réponse à cette question, mais quand j'écris, je pense à la situation, avant tout. J'aurais proposé un dernier point, si vous voulez, un petit pas de côté. On est parti avec un pas de côté, qui est un texte très étonnant qu'on découvre donc dans Lettres au pendu, 9 lettres que Jérôme a adressées à titre posthume, bien sûr, je le disais, à Adrien Pasquali, dans les actes du colloque qui s'est tenu sous les auspices de Sylviane Dupuis, vient de sortir aux éditions Zoé. Lettres au pendu, c'est pour Jérôme une manière de s'interroger sur sa propre écriture. Et il y a un texte très particulier qui revient à un moment que tu as vécu, donc c'est autre chose, ça fait partie de ces écrits sur la boîte noire. Tu t'interroges beaucoup sur ton corps, comme si tu avais maintenant besoin de retrouver par le corps une autre sensation, une autre manière d'être au monde. Tu t'es beaucoup battu contre l'hostilité du monde, comme si tu étais le porte-voix de l'hostilité ou la nocivité du monde que tu sentais parfois peser sur les tiens. C'est un des termes que tu utilises. Et aujourd'hui, tu rechercherais plutôt à te réconcilier avec le corps, avec ce monde. Est-ce que c'est une nouvelle étape de ta démarche et de ton écriture? Un texte très étrange, très beau, qui se trouve ici. Je ne sais pas si c'est une nouvelle étape, c'est un texte qui s'intitule « Comment j'ai appris à nager ». Ce n'est pas le récit de mes premières leçons de natation. C'est le récit, non, c'est tout simplement une expérience de natation qui m'a fait comprendre ou ressentir des choses que je n'avais pas compris jusque-là. Donc, c'est une espèce de petite micro-révélation comme on en a parfois. Satori. Oui, un Satori. Et bon, oui, j'avais beaucoup cérébralisé un certain nombre de questions et là, elles sont devenues des questions corporelles dans cette expérience de la natation, qui a été préparé pour moi par toutes sortes de lectures que j'avais faites dans lesquelles il y avait constamment la métaphore du nageur. C'était des textes taoïstes, des textes bouddhistes, mais aussi des textes de la littérature actuelle. Comme Giono, chez Giono, par exemple, une magnifique scène de natation dans tout début du Chant du Monde. Et j'avais engrammé ces textes cérébralement, mais je ne les avais pas engrammés corporellement. Et lors d'une baignade tout à fait banale, toutes ces informations ont fusionné et se sont en quelque sorte réalisées corporellement. Donc c'est une expérience difficile à raconter, c'est pas une expérience mystique, mais elle est assez intéressante. Je vais simplement raconter ici. Oui, tu dis simplement, mais c'est vrai que ça te permet de remettre en cause beaucoup d'acquis, peut-être aussi cette position de combat que tu as pu avoir, ou la cérébralité, une manière aussi après, il est vrai, un couac vécu à l'université, une surcharge qui t'a mis dans un burn-out. Alors ça c'est mon texte, où je ne dévoile aucune intimité dans la vie de Jérôme Mézot, mais à partir de là, c'est peut-être pour toi une réconciliation, et comme par hasard, ça nous remettrait dans cette sorte d'écriture flottante qu'on a peut-être senti dans le climat de Fantôme, des manières d'accompagner les morts, ou d'accompagner le monde de façon plus flottante, plus englobante, plus aimante. Oui, de manière peut-être un peu moins anxieuse et un peu moins tragique ou combative, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. On verra le résultat dans les textes. Moi, j'avais peut-être une question sur l'oralité. On est en rapport de corps, là. Oui. Mais dans la littérature, ce sont des effets de style, ce sont des constructions. Donc, qu'est-ce qu'il y a, comment se noue ce corporel oral et le fait que toute littérature est construction. Oui. Alors effectivement, il y a là un paradoxe, effectivement. Voilà. Si on veut écrire une langue oralisée, on le fait que par la médiation d'un style. Et, voilà. La question après est toujours de la division entre ces deux sphères dont on parlait.
si j'analyse l'écriture oralisée d'un auteur comme Céline ou comme Giono, je le fais avec des instruments voilà, d'analyse littéraire et je postule qu'il y a un style qui est concerté, qui est pensé, qui est fabriqué. On voit les manuscrits, on voit le travail de Céline sur la syntaxe, etc. Et donc, je l'aborde de manière analytique. Maintenant, quand j'écris un texte dans lequel je me pose cette question de l'oralité, où je fais parler un personnage, où le narrateur dit son texte au sens oralisé, c'est de toute autre question que je me pose. Et je dois dire qu'en écrivant, je ne me pose jamais des questions de stylistique, au sens est-ce qu'il faut mettre une négation, ou est-ce qu'il faut déplacer l'adverbe. C'est simplement comment dire, comment trouver une voix dans le texte, comment trouver la voix, et bon, ben, ça se trouve en travaillant comme ça, mais de manière très très empirique. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très très empirique. Je refais la phrase jusqu'à ce qu'elle ait atteint le ton, et en général, quand j'ai trouvé le ton qui m'intéresse pour ce texte, eh bien, je peux le tenir jusqu'à la fin, parce que c'est comme comme peut-être un mineur qui trouve tout à coup on appelle ça une veine, hein. Une fois qu'on a touché la veine, on est dedans, et puis en principe, on n'en sort plus. On peut rester dedans, en tout cas. Hein. Mais après, le plus dur, c'est de la trouver. Parce que, pour moi, je ne peux pas écrire un texte si je ne trouve pas ce ton que je cherche à chaque fois. Ce n'est pas le même dans tous les textes, et je ne le cherche pas avec des instruments analytiques. Même si ça m'aide, sans doute, d'avoir lu les expériences que d'autres ont fait avec ça. Mais après, chacun cherche sans doute un ton un petit peu différent. Tu dis que tu as souvent des lanceurs. Je pense souvent à une sorte de chasseur néolithique avec un perche. Toi, tu as besoin de lanceurs sur une image ou une émotion très forte. On revient peut-être au corps, l'émotion corporelle de l'enfance qui ensuite va pouvoir se développer dans la langue. Alors, quels sont les lanceurs qui te jettent en écriture, qui te permettent d'écrire? Alors, mes lanceurs à moi, c'est presque toujours une émotion forte. Donc, alors, dans ces textes que j'ai lus tout à l'heure, c'est voilà, le moment où on apprend la mort d'un être proche et l'émotion que ça suscite, ambiguë d'ailleurs, je pense, puisqu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est vrai. Il y a une partie qui nie et qui donc se ferme, il y a une partie qui est l'émotion. Et voilà, donc je cherche. Quand j'écris, je recherche une émotion comme ça, c'est l'élément de départ, qui en général est juste une petite notation, voilà, ça peut être un mot, ça peut être une scène, puis ensuite je la déploie dans tout un texte en essayant de conserver le ton qui était présent dans cette émotion, que moi j'ai conservé de cette émotion. Donc il y a effectivement à chaque fois un petit lanceur de départ, mais je ne peux pas forcément non plus les choisir. Alors à force de prendre des notes, je les trouve ces lanceurs, mais je ne les choisis pas comme ça toujours dès le début. Ils s'imposent des fois parce que ça revient dans un rêve. Il y a certaines émotions très anciennes qui reviennent des fois dans le rêve. Donc elles peuvent être données comme ça, et alors j'essaie d'en faire quelque chose. On peut peut-être continuer devant un verre et de façon à ce que chacun se sente libre. Voilà, merci de votre attention.